C'est parti. On se présente. Pierre. Donc je me présente, Pierre Guévalet, je travaille chez Xebia. Ça fait... J'ai déjà fait la présentation ce matin, en fait, ça m'embête. Vas-y, attends. Et Philippe Antoine. Donc on travaille ensemble sur un projet en ce moment Backbone Finance. Donc c'est très sérieux. Voilà. Là, on est en fin de journée, donc on va essayer d'être un peu moins sérieux. On a fait les grosses presses bien lourdes en début de journée. Là, on s'est dit on va faire un truc un peu plus... Voilà, donc c'est un peu sous acide. Ça montrera, à mon avis, quand même des choses que vous n'avez pas forcément vues, qu'on ne sachait pas possible. Voilà. Donc si vous avez des téléphones portables, vous allez pouvoir prendre plein de photos et mettre plein de photos sur Twitter. Donc là, c'est nos deux comptes Twitter, @PhilippeAntoine et WaveSpark. Très bien, on commence. Ouais. À la présentation précédente, on a déjà vu quelques chatons, je crois. Oui, tout à fait. En fait, c'est bien que la présentation précédente n'est pas finie, parce que c'était un peu notre idée. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va présenter différentes features de HTML5, CSS3, enfin tous les derniers trucs Blending Edge, sous la forme de demandes de features sur un petit jeu à la con, dont le principe est plus ou moins d'aller trouver des chatons dans l'espace. Voilà. Ça a l'air super compliqué comme ça, mais ça va être super simple. Donc on va demander aux joueurs de chercher des images sur lesquelles il y aurait des chatons. Bref. Et à travers toutes ces fonctions, à travers ce jeu, on va illustrer un peu HTML5. Donc on pourrait commencer, en fait ça va se passer en 4 parties. La première partie, on va essayer de recoder Facebook Graph Search, mais en mieux, normal. Ensuite, on va recoder, qu'est-ce qu'on a dit après? Je sais pas, on verra. Oui, 2001, c'est l'espace, mais en mieux. Et enfin, on fait Minority Report, mais en mieux. Alors pour commencer, donc du coup, on aimerait bien un Facebook Search, quelque chose pour pouvoir chercher des chats, du coup, donc il faut au moins un formulaire de recherche, des résultats de recherche. D'accord. Voilà. On veut chercher tout ça des avec chats. Quelque chose qui bougerait un peu. Ouais, on veut chercher des chats. Et plein de chats. Alors, tu pourrais utiliser pour ça. Je vais vous présenter un peu ce qu'on a réussi à faire. Attention, ça pique les yeux un petit peu. Ok, pas mal. Tintin. Je vais me mettre en full screen, ce sera un peu mieux. View. Presentation mode. Ok, ça rend bien sur le grand écran. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'est du web, on peut augmenter la taille un petit peu. Voilà, comme ça rendra encore mieux. Et puis, vous voyez, on a une barre de recherche. Quand on tape dans la barre de recherche, ce qui se passe, c'est qu'on a de l'autocomplete. Par exemple, on va chercher Garfield. Et quand on va faire Entrée, qu'est-ce qui va se passer? On va trouver, à votre avis, des photos de chats. Waouh, fantastique! Et c'est des chats de l'espace, d'où le thème de cette présentation. Alors, pour agrémenter un peu tout ça, on a mis un super titre. Vous voyez, on a des grands talents de designer. Donc, pareil, c'est du web. Si on regarde un peu ce qui se passe, l'aspect chaton, pour moi, le titre, il me plaît pas trop. J'ai envie de mettre un truc Hello Devox. Ok. Ah, ça fonctionne. Pas mal. Voilà, avec donc vous voyez, on change à la volée les couleurs du titre. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, on a des images de chats et on va voir comment c'est fait un petit peu derrière. Ok, tout d'abord, l'input. L'input, dans ce sens-là. Voilà, donc ça, c'est un input type text classique, mais ce qu'on rajoute en plus, c'est un attribut classique qui s'appelle list dans HTML5, qui pointe vers un identifiant, qui est juste en dessous, ID cats, avec un nouvel élément datalist dans lequel on met des options, un petit peu comme vous avez déjà pu voir dans les select box. Et donc là, c'est grâce à ça qu'on a le super autocomplete. Pas mal. On a vu ce que ça donnait l'input type list. Ce qu'on pourrait vous montrer aussi, c'était, on a rajouté des petites fonctionnalités un peu sympas. C'est par exemple le background, là, il y a une sorte de parallaxe. Je vais me foutre à droite. Hop. Je vais vous montrer comment c'est fait, la parallaxe derrière. Donc c'est classique. On utilise un background, une image, on la repeat à l'infini, et on lui applique une animation. Donc là, c'est uniquement pour WebKit, mais j'aurais pu faire la même chose en natif. Pour d'autres, IE par exemple. Oui, bien sûr, non, bien sûr. Donc ça fonctionne très bien sur IE10. Et voilà, on a un star move qui va bouger le background de 5% à 1300%. Voilà, et ça donne cet effet que vous voyez au fond. Pas mal. On a
input type, un logo, un background. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait Et faire, des Pierre? résultats. Maintenant, on voit qu'on a une zone de drop en bas. Donc on pourra dire qu'au lieu de cliquer sur une image pour pouvoir gagner des points, je sais pas me servir d'un Mac, voilà, on devrait pouvoir être capable, par exemple, de drag and dropper l'image. Donc ça, on voit, bon, c'est pas forcément nouveau en soi, vu qu'on sait qu'avec du jQuery UI ou n'importe quelle librairie, on est capable de le faire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une ligne de JavaScript au niveau du déplacement, sauf pour les effets de comportement qu'ils rajoutent. C'est en fait la nouvelle API, donc la drag and drop API en HTML5. Comment je change de... Voilà. Qui est en fait très simple, donc c'est des événements comme on peut avoir avant, sauf qu'il y a des nouveaux événements. On voit qu'on a... C'est au-dessus. Où c'est que tu m'as mis? Tout en haut. Plus haut. Encore. Voilà. Donc on a des événements donc maintenant sur les éléments qu'on va pouvoir draguer et sur les éléments sur lesquels on va pouvoir recevoir. Donc sur les éléments qu'on va pouvoir draguer, il y a un événement qui est important, c'est drag start, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se faire quand on peut commencer à draguer. Je reviendrai sur le data transfer. Et de l'autre côté, donc sur l'élément sur lequel on est capable de dropper, on a donc des events assez communs qu'on pouvait déjà voir sur une librairie qui le permettait. Donc onDrop, qui va être l'événement vraiment quand on lâche, donc c'est là qu'on branche le comportement, et du drag over ou du drag leave. Pour information, pour rendre un élément dans la page drag and dropable, il suffit de lui rajouter un attribut dragable, soit true. Par défaut, sous Chrome, là on observe qu'il n'y est pas, parce que sous Chrome, par défaut, une image est dragable. Donc, par défaut, on est capable de les déplacer. Ce qui est intéressant là-dessus, il faut noter que comme en fait on a un événement sur l'élément qu'on déplace et un élément sur l'élément sur lequel on arrive, si jamais on veut les faire interagir, il y a un nouvel attribut sur l'événement qui s'appelle data transfer qui va permettre de faire communiquer l'événement d'arrivée, l'élément de source de l'élément qu'on drague avec les événements drop, donc l'élément sur lequel on va dropper. Parce que par exemple, si on voulait travailler avec une image là, l'événement de drag se finit sur un drag stop, mais le drag stop il n'est pas sur l'élément qu'on a dragué, il est sur l'élément du dessous. Donc en fait, mettons que si on voulait réafficher l'image après, l'élément du dessous il n'a pas forcément cette image. Donc grâce à data transfer, on peut donner des propriétés qu'on est capable d'utiliser. Est-ce que tu peux me montrer le bureau? Ce qui est aussi intéressant avec cette API, c'est qu'on n'est pas obligé de dropper à partir du navigateur. On est aussi capable, grâce à la file API, de dropper. Ouais, mais une démo peut-être. On est aussi capable de dropper à partir du file system ou de son OS. Donc là, on peut voir par exemple que si on trouve une image de chat, voilà, on est capable de la dropper à partir du desktop directement vers la zone. Et le comportement est le même. Voilà. La seule différence, c'est qu'au lieu de récupérer l'objet en lui-même, en fait, sur l'événement, on a une liste de fichiers, donc une file qui est accessible, et on va pouvoir, en JavaScript directement, ouvrir ces fichiers. Grâce à l'API. C'est génial. C'est génial, j'adore ça. Donc, grâce à l'API file API de JavaScript en HTML5, qui permet en fait d'ouvrir des fichiers binaires directement dans le navigateur, ce qui n'était pas possible avant. En pratique, ça se fait avec un objet qui s'appelle FileReader, qui permet d'ouvrir un stream d'un fichier au niveau navigateur et donc de travailler avec des données binaires. Voilà, donc on a notre première page de recherche, on a notre jeu. Ce qui nous manquerait, ce serait peut-être... Voilà, ce qu'on voudrait maintenant, c'est comment on gagne des points, comment on pourrait faire pour reconnaître les chats, par exemple. Donc on pourrait utiliser la librairie dont on a parlé tout à l'heure, la fameuse Kittidar Library, qui est de la détection de têtes de chat. De têtes de chat, tout à fait. Et donc on va voir comment ça se passe. Donc voilà, là je vais drag and dropper. Je vais repasser en présentation, parfait. Je vais drag and dropper une image de chat avec 3 yeux. On va voir ce qui se passe. S'il trouve un chat, vous faites wow. Sinon, autre chose. Attention. Peut-être. La détection de chat est consommatrice en ressources. Pas mal. Il a trouvé 2 chats. Ok, alors comment ça fonctionne, ce truc-là? C'est des chats à 3 yeux. Ça a été compliqué pour trouver ça sur Internet. Ah ouais, non, mais il y avait des pièges. Ok, donc ce qui se passe, c'est qu'on crée, là on utilise les web workers, donc on crée un nouveau worker qui va nous permettre de faire de la manipulation, enfin du travail du traitement déféré. Voilà.
dans le navigateur. Et donc voilà, c'est avec ça qu'on utilise le worker. On crée son worker, on lui passe une librairie ou un JS, et ensuite, pour démarrer le worker, voilà, on poste le message vers le worker, avec l'élément qu'on souhaite manipuler. Je vais vous montrer ce que ça donne dans Chrome. Ici, il y a quelque chose qui est assez récent, qui est un peu sympa, c'est le pause and start ici. Je ne sais pas si on voit bien, par là. Je vais faire pause and start sur mon worker. Je vais recharger la page. Raté. Pourquoi est-ce que j'ai rechargé la page? C'est une bonne question. Ah oui, c'est normal. C'est parce que c'est Chrome, ça ne marche pas. Voilà. OK. Et je vais drag and dropper une image de chat. Et là, hop, voilà. Il est censé ouvrir le Chrome DevTools. Ouais, on va peut-être skipper la démo du web worker. Non, ça va fonctionner. C'est juste qu'il a un petit peu mal, c'est tout. J'adore ton ordi. Achetez des Mac, c'est nickel. Honnêtement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on va sortir du presentation mode. On va le refaire. Oublie. Il n'y a pas de raison. Intéressant. Et donc, on voyait le web worker avec la possibilité de mettre des points d'arrêt dans le worker et voir les étapes par étape, le chargement d'autres fichiers. Et entre autres, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le web worker, c'est le import. C'est import script. En fait, justement, comme c'est très compliqué de charger des scripts, quand on travaille au niveau du web worker, on peut charger les scripts de manière synchrone avec une fonction qui s'appelle import script, qui est malheureusement pas de côté navigateur, c'est un peu dommage. Voilà, on va vous montrer. C'est ici. Import script de kittydart.js. Et donc, c'est avec ça qu'il va faire la détection du chaton. Et donc, ensuite, renvoyer à la fenêtre parente le résultat. Et donc, j'ai trouvé 2 chats. Voilà. Donc, on a notre jeu. On a un moyen de détecter des faces de chat. Maintenant, moi, j'aimerais bien une intelligence artificielle ultra développée qui se batte contre nous dans l'espace. Et on va s'arrêter là, bien. Bon, on va introduire donc là, on a joué tout seul. On va jouer contre une intelligence artificielle. Ultra développée, démoniaque. Donc on va appeler l'espace. Attention, le web worker qui ne fonctionne pas. Parfait. On va appeler Al. Wow. Oh. Alors, Al, ce qui est intéressant normalement, c'est qu'on peut lui parler. On n'a pas fait le test de son, mais... On n'a pas fait de test de son? Moi, je pense que ça ne fonctionnera pas. Alors, donc là, c'est la partie qui fonctionne vraiment pas. Attention. Je vais lui demander. Mon Chrome is dead. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Voilà, dans HTML5, on peut fermer son navigateur et le réouvrir. C'est Bleeding Edge HTML5. C'est vraiment pas mal. Voilà. Toujours pas. Tu cherches à faire quoi? Ce qui devrait se passer, c'est qu'il devrait me demander si je peux accéder. Non, mais faut que tu cliques pour ça, Coco. Voilà. Je n'ai pas Internet. OK, donc là, c'est la présentation qui ne fonctionne pas. Normalement, on est capable de parler à Al à travers le nouveau input type speech. Ouais, donc, normalement, c'est un nouveau type d'input qui fait de la reconnaissance vocale, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, on est capable de parler, et normalement, il nous retourne le texte. Bon, sur les Mac, ça marche pas, mais... Maintenant, il y a toujours l'option, le fallback. Voilà. On a encore des doigts. Si on peut mettre le son un petit peu plus fort. On peut monter ou pas? Ah, c'est moi. On va faire le... Hello, human. Ah, c'est mieux. Ok. C'est pas mal. Donc, il peut nous dire plein de trucs. Enfin, si tu veux lui proposer de faire parler autre chose, il doit encore avoir une ou deux phrases, hein, non? Alors, comment tu fais? I use window audio context, of course. Ah, nice. Bon, c'est le début, hein. C'est presque compréhensible. Donc derrière, c'est pas magique. Donc il y a le speech input type speech, voilà. Et ensuite, voilà, ça c'est pour l'input. Et derrière, comment on fait la synthèse vocale? Donc on utilise une librairie qui s'appelle SpeakJS. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons fait. Par contre, la subtilité, c'est que normalement la synthèse vocale, elle fait juste lire. Nous, on est capable de récupérer ce stream que la librairie a généré et de la brancher dans le contexte audio, donc sur un nouvel API audio d'HTML5 qui permet d'avoir du contrôle sur le son. Donc on peut démarrer.
On est là-dessus. C'est pas dans Speak Client, c'est là-dedans, c'est dans Zoom plus haut. Player. Ouais, tout en haut. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, donc, il parle, il y a déjà quelque chose, mais Hello, human. voilà, on remarque en fait à l'intérieur, ça bouge en fonction du son, et ça c'est possible grâce au fait qu'avec le contexte audio, on est capable, sérieusement, bah ouais, j'en peux plus de votre truc, honnêtement. Alors, rendez-moi mon vaillot, quoi. Voilà, donc en fait, on est capable de récupérer l'état du son à un instant donné, donc de faire du stream et de récupérer l'échantillonnage à partir de l'audio contexte. C'est du code relativement imbitable, je vous mentirai pas, mais on peut le faire, c'est super puissant. Ça se joue à peu près là, c'est-à-dire qu'en fait, on a le contexte audio qu'on a récupéré en faisant tout simplement ça. Le contexte est directement soit audio contexte, soit dans le cas de WebKit audio contexte. À partir de là, on est capable de créer un analyseur qui nous donne l'état du son et normalement d'interagir avec cet analyseur. Là, c'est ce qu'on utilise pour HAL. Voilà pour HAL. Bon, donc HAL, il faudrait qu'il soit capable de nous trouver des chatons quand même. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal, hein. On va essayer de lui poser la question. J'aimerais bien quand même réussir à faire... On a un tout petit peu de temps. Ouais, mais là, ça va être tendu, donc justement, peut-être pas. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, il demande à l'utilisateur l'autorisation d'accéder au microphone. Ça, évidemment. Et pas pour HAL. Bref, Al, qu'est-ce qu'on va lui poser comme question? Est-ce qu'il pourrait nous trouver des chatons? Des chatons. Peux-tu nous trouver des chatons? On va voir s'il est plus fort que nous. Pour l'instant, nous, je crois qu'on n'a trouvé que 3 chatons. I found 4 kittens for you. Nice. Ils sont beaux, hein, les stulers. Bravo, Al. Bon, c'est pas mal. Al a trouvé des chatons. Maintenant, on aimerait introduire des nouveaux challengers. Voilà, donc pour introduire des nouveaux challengers. Alors attention, là, tout le monde se prépare en face, là. Ok, vous vous êtes connectés? Vous Faites avez chauffer. essayé d'uploader des photos de chatons? Ok, on va voir si vous êtes en train de le faire. Je vais vous espionner. Ah. Donc voilà, donc on a un serveur Node avec lequel on communique. Et donc là, toutes les personnes qui sont en face, on est connectés sur le même réseau. Et donc on échange. Donc je vois tous les scores passer derrière. Donc pour ça, ce qu'on a utilisé, c'est les WebSockets, donc avec Socket.io. Donc on va peut-être voir un peu ce qui se passe. Hop. Si je vais dans Network, Et que que tu j'ouvre fais l'onglet F5. WebSocket, que je fais F5, voilà. Hop. J'accède donc à la trame WebSocket avec des infos intéressantes. Donc il y a une sorte d'aller-retour qui se fait entre le client et le serveur, qui fait un upgrade de la connexion depuis HTTP vers du WebSocket. Donc voilà, ça c'est la première étape. Et puis ensuite, on voit les échanges avec toutes les trames. Et donc, je vois Jean-Laurent de Morlon, par exemple, qui a un score de 13. Pas mal. Oui, c'est du lourd. Et je pense que les autres gens, ils aimeraient aussi pouvoir visualiser les scores. Donc, on va peut-être pouvoir faire un tableau récapitulatif. Un truc un peu joli, un truc qui brille, qui clignote, qui s'illumine. Alors, on va essayer de montrer ça. Et t'as pas activé le Wi-Fi, bien joué. Je n'ai pas activé le Wi-Fi. Pas grave. On va C'est faire dans config. Hop. Ouais. Hop, on recommence. Ah, donc là, Le le seul fallback, contournement, sans normalement, c'est les gravatars. Mais là, on a des identicones, donc c'est moche, ça représente rien. Mais on est capable de différencier. Voilà. C'était le avant gravatar. Ok, donc là, on a les scores. Donc on voit les scores de chacun des joueurs. Continuez à uploader des photos de chatons. Mais c'est bon, il a du... De toute façon, une fois que tu as trouvé la bonne image... Bon bref, et donc les scores sont updatés au fur et à mesure. Donc là, on voit un peu qui est en train de gagner. Voilà, là on voit plus qui est en train de gagner, mais... Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors que dire là-dessus? Ce qui est super intéressant, bon c'est de la 3D. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que c'est de la 3D qui utilise uniquement du CSS. Donc en fait, il y a une librairie derrière, bien évidemment, c'est Three.js, qui est relativement connue. Ce qu'il faut noter, c'est que ça, c'est pas rendu dans un canvas, ce sont des éléments HTML normaux qui sont transformés en 3D grâce aux attributs CSS associés. Si on regarde, donc si on se balade à l'intérieur, tac, tac, tac,
comment je vais en choisir une qu'on voit. Voilà, on voit que ça, en fait, cet élément-là, qu'on est capable de bouger avec la caméra, ben, c'est tout simplement une div, donc une balise HTML standard. À la différence que, donc il y a deux attributs intéressants. Il y a le WebKit Transform Style, qui est normalement un Transform Style, mais on est encore en préfixe. Préserve 3D, qui veut dire que lorsqu'on va appliquer une transformation, on l'applique en 3D et non pas juste en 2D. Et ensuite, on lui applique une matrice de transformation pour être capable de bouger. Donc en fait, quand on bouge la caméra, ce que fait Three.js derrière, c'est tout simplement bouger la matrice 3D de cet élément. Du coup, et Pierre, comme on l'a vu, voilà. si c'est du web, donc tu pourrais me modifier le style de chacune des tout à fait. Le gros intérêt, c'est que comme on ne travaille pas en canvas, on peut à la fois permettre à une librairie de faire de la 3D et avoir la main sur quoi que ce soit. Donc c'est quand même très pratique, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait de la 3D en canvas, on avait juste la main sur rien. Je vais peut-être montrer aussi un petit peu le local storage. Vas-y, je t'en prie. Fais donc. On va peut-être enlever le verre. Hop, voilà, parfait. Donc juste, on stocke les mails de ces messieurs dans un local storage, donc juste ici, voilà, le user data. Ça, c'est hyper simple. Pour accéder au local storage, on utilise, toc, voilà, le local storage.setItem ou getItem de la clé qu'on a setée juste avant. Donc ça, c'est vraiment la partie simple. Un petit, voilà, pour émettre des événements sockets, c'est cette partie-là. Ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen encore plus sexy d'afficher ces trucs? Bah, écoute, on va essayer. On a parlé de Minority Report tout à l'heure. Alors, on va essayer de faire quelque chose. On va passer en Presentation Mode. Parce que là, ça vaut le coup. Ok, let's go. Ouais, là, c'est bon, fini. Bon. Attendez, le vainqueur est Monsieur Vert. Bravo, Monsieur Vert. Alors attendez, je vais essayer de bouger dans la sphère. Waouh, incroyable. Minority Report. Sans les mains. Et quand je bouge en plus, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, je récupère le flux qui vient de ma webcam. Je vais vous montrer comment ça se passe. J'utilise le WebKit GetUserMedia, mais ça sera bientôt standardisé en GetUserMedia. Et donc là, voilà. Je lui dis, récupère-moi à la fois le audio et le vidéo, mais bon, c'est surtout le vidéo qui nous intéresse. Je récupère le stream, et à partir de ce stream, je fais un delta, un diff, entre la frame précédente et la frame suivante. Et donc, s'il y a suffisamment de mouvement, alors je suis capable de dire, ça bouge à droite, ça bouge à gauche. Le plus important à retenir, c'est que le GetUserMedia, c'est l'aspect WebRTC, donc qui permet directement d'accéder à la caméra et au micro en HTML sans passer par Flash, comme on était obligé de le faire avant. On peut directement ensuite render le flux dans une balise audio et vidéo et rouler jeunesse. On n'aura plus jamais besoin de Flash. Ok, très bien. Voilà pour ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Donc, en plus, il reste 5 minutes. Tiens, pour une fois, on est chrono. Parfait. Il faudrait un générique de fin, peut-être un truc où on soit capable de dire merci à toutes les choses qu'on a vaguement utilisées. Bon, je vais vous présenter donc la dernière partie sur laquelle j'ai pas eu énormément de temps pour travailler. Voilà, je vais vous proposer ça. Voilà, c'est la liste de tous les crédits. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Honnêtement, vous attendez pas à mieux, hein. Ça vous encloue? Bon, c'est pas terrible. Non. Je vais essayer de faire mieux quand même. Ok, et si on rajoutait un peu une sorte de défilement à la Star Wars, avec une petite perspective, des choses comme ça, avec un badge SVG avec le logo HTML5, ce serait peut-être un peu mieux. Why not, hein? On aurait dû rajouter des chats aussi. On va voir ce que ça donne, là. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter plusieurs choses. À la fois une transformation, donc avec une perspective, pour que ma div soit inclinée, et à la fois une animation, qui sera un scroll, qui va prendre la div et qui va l'envoyer dans l'univers. Ok, on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai enregistré? Oui. Oh, pas mal! Waouh! Maintenant, ça manque un petit peu de son quand même, tout ça. Hein? Ouais. Bon, alors, on va sous Mac, donc je sais pas si ça passe quoi. On va essayer de faire un grand final. En fait, il y avait deux façons de terminer ce talk.
et de terminer la journée d'Evox. Avant la bière. Après, c'est la bière. Hein. Et si j'y arrive, vous me faites une standing ovation. Hein. Ah, il y tient, sinon il va pleurer. Hein. Honnêtement, j'ai pas arrêté 3 d'en semaines qu'il parler. me bassine là-dessus, s'il a pas son ovation, moi je suis mort. Ok. C'est parti. Attendez, on va quitter le presentation mode. Hop. C'est parti. On va mettre un petit peu de son. Donc là, on génère. Donc là, Space, on joue. the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Merci. Voilà. Merci à vous si vous avez des questions.